bonsoir, bienvenue et merci à vous d'être venus si nombreux pour cette soirée au cœur de la troisième édition du FIT. Pour débuter cette soirée, je vous propose d'accueillir Charlène Descolonges, ingénieure hydrologue reconnue pour son engagement pour la préservation de l'eau et du vivant. Autrice de L'eau, fake or not, aux éditions Tana, une lecture nécessaire qui décrypte les enjeux autour de l'or bleu, comme vous l'aurez compris. Charlène Descolonges, vous aurez la lourde tâche de répondre à la question « Comment régénérer le cycle de l'eau ?» Je vous laisse la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Ravie d'être parmi vous pour ce forum qui se trouve être dans la ville où j'ai fait mes études, mon master hydrologie. Donc c'est un retour aux sources un peu, en quelque sorte. Et donc après ce master, pour me présenter, j'ai évolué dans un milieu plutôt ingénieur. Ensuite, j'ai choisi la voie qui paye le moins ces ingénieurs en France, c'est-à-dire la fonction publique. J'ai travaillé pour des élus pendant 5 ans, où je les ai conseillés sur le partage de l'eau dans un territoire qui a priori n'en manque pas. C'est dans la vallée de l'Arve, je ne sais pas si vous connaissez, en Haute-Savoie, qui prend sa source au pied du Mont Blanc, qui termine sa course dans le Rhône, à Genève. Et ici, on avait déjà des tensions sur l'eau. Donc je pensais avoir mon rôle à jouer en tant que colibri, formée dans la gestion de l'eau, dans l'hydrologie, dans l'hydraulique. J'avais toutes les cartes en main pour conseiller les élus. Et hop, Covid passant, confinement arrivant, on commence à se poser des questions. Est-ce qu'on est vraiment utile ? Et là, j'ai pris conscience que on va dire que les messages que je voulais porter se trouvaient ailleurs. Mais avant de porter d'autres messages, je devais repasser par une case formation bien plus essentielle, à mon sens, qui était celui de l'agriculture. Comment produit-on notre alimentation ? Ça, j'avais jamais appris. Et j'ai tout de suite compris que l'eau et l'alimentation étaient intimement liés. Donc je suis repartie sur une formation agricole et j'ai rencontré sur ma voie le chemin de plusieurs experts de l'hydrologie régénérative. Et là, on a commencé à se dire, mais il n'y a rien en France sur l'hydrologie régénérative. Moi-même, dans mes études d'hydrologue, je ne connaissais pas l'hydrologie régénérative. Donc, on a créé cette association. Et aujourd'hui, on va dire que je porte cette voie de la régénération de l'eau, qui est utopique, peut-être, mais en tout cas pleine d'espérance, pas d'espoir, mais vraiment l'espérance, une voie collective dans laquelle on essaye d'engager l'ensemble des acteurs des territoires. Donc, ce soir, je vais vous inviter à faire un voyage autour de l'eau, les ressources visibles, invisibles, et les usages visibles, invisibles de l'eau. On va faire une sorte de courbe en U où on va descendre assez profondément sur tous les impacts systémiques du grand cycle de l'eau. Pourquoi en fait il est dégradé ce grand cycle et qu'est-ce que va nous apporter le changement climatique ? Et enfin, on va remonter un petit peu, mais vers des pistes, des voies de solutions que j'ai du mal à appeler solutions pour ne pas tomber dans le solutionnisme et plutôt s'engager dans une voie et quelque chose de systémique qui risque d'agir à la fois sur l'eau, mais aussi sur le climat et la biodiversité. Voilà. Avant de commencer ce gros programme, je vais faire un petit sondage. Si vous êtes là, j'imagine que vous êtes intéressé par le sujet de l'eau. Alors, qui est inquiet dans la salle à propos du sujet de l'eau, de la ressource en eau ? Levez la main. Ok. Qui connaît les parlements de l'eau ? Ok. Qui connaît sa consommation en eau à la maison ? Ok, c'est déjà pas mal. Et qui connaît son empreinte eau ? Plus difficile. Ouais. Eh bien, ça marche. On va aborder toutes ces questions-là en moins d'1 heure. Ça va être très dense en informations, accrochez-vous. Et puis, on parlera évidemment, je répondrai à vos questions à la fin. Alors, si vous êtes ici, je pense que vous avez tous appris ce grand cycle de l'eau à l'école déjà. Malheureusement, on l'a un petit peu oublié et puis on l'a parlé une fois et ensuite, c'est quelque chose d'acquis, on n'en reparle plus. Dans ce grand cycle de l'eau, on apprend que l'eau douce sur Terre est très peu accessible aux hommes. Savez-vous quel est le pourcentage d'eau douce accessible à toute l'humanité ? On va essayer d'avancer. Cette toute petite boule qui est sur cette image, quel est le pourcentage d'eau douce disponible aux hommes ? 2%. Qui dit plus de moins ? 3%.
C'est à peu près, ouais, c'est pas trop ces ordres de grandeur. En fait, 2,5%, 2,5 ou 3% d'eau douce présente sur Terre, et dans ces 3% ou 2,5%, eh bien, c'est essentiellement de l'eau qui est emprisonnée dans les glaciers, dans les pôles, et ensuite dans les grandes nappes essentiellement salées, puisqu'elles sont très profondément enfouies sous terre. Et dans ce 1%, moins de 1% d'eau douce disponible, là encore, c'est de l'eau invisible, c'est de l'eau souterraine qui se trouve sous nos pieds. Ensuite, on a l'eau stockée dans les grands lacs, dans les sols, dans l'atmosphère, dans nos corps, dans les rivières, etc. Ça, c'est une vision stock, mais évidemment, il y a des flux. L'eau voyage à travers ces stocks selon des temps de séjour, des temps de résidence, des temps de renouvellement. Quand elle passe dans des nappes très profondes, elle prend son temps, elle passe plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers d'années. Quand elle est dans l'océan, c'est plusieurs milliers d'années. Quand elle est dans l'atmosphère, c'est une dizaine de jours. Quand elle est dans une rivière, c'est de quelques secondes, quelques jours à quelques mois selon la taille des grands fleuves. Donc, vous voyez le cycle de l'eau, c'est une histoire de stock, une histoire de flux, une histoire de temps aussi. Et je vais faire appel à vos vieux souvenirs de l'école, justement, de ce grand cycle de l'eau. Eh bien, une équipe de chercheurs internationale a montré que cette représentation du cycle de l'eau, qui est parfaite, qui est naturelle, où on voit l'eau partir des océans et arriver sur les continents, qui ensuite revient aux océans, cette représentation est fausse. Sur les 500 schémas et représentations que l'on a étudiés, eh bien, dans 2% des cas, on représente notre impact sur le grand cycle de l'eau par le biais des pollutions, mais aussi par le changement climatique. On ne représente pas non plus le rôle de l'eau verte, cette eau qui est dans les sols et qui est prise par la végétation, qui ensuite va arriver dans l'atmosphère et être recyclée à l'intérieur des continents. Ça, c'est quelque chose d'assez récent, finalement. C'est ce recyclage continental des pluies où on voit, notamment dans la forêt amazonienne, quand on déforeste massivement la forêt amazonienne ou la forêt du Congo, eh bien, on impacte le régime des pluies des pays voisins. Ça, c'est cette eau verte qui est profondément impactée par la déforestation, mais on en parlera après aussi sur le changement de couverture et d'usage des sols. L'eau verte, c'est fondamental. Sans eau verte, il n'y a pas d'eau bleue, tout simplement. Donc il faut avoir conscience et représenter ces cycles de l'eau verte à l'intérieur des continents. Deuxième chose, donc, je vous disais, on ne représente pas nos impacts sur ce grand cycle de l'eau. Ça, c'est le vrai schéma donc, qui est issu de cette publication scientifique qui est sortie en 2019. Imbuvable, je vous l'accorde. Il y a sur ce schéma les grandes flèches jaunes qui montrent ce grand cycle naturel. Et à l'intérieur, vous pouvez voir en tout petit ces flèches vertes, bleues et grises qui représentent au total l'empreinte eau. L'empreinte eau, c'est l'appropriation humaine de la ressource en eau pour répondre à tous ses besoins. Il y a l'eau verte, je vous en ai parlé. Donc l'eau verte, c'est essentiellement pour un usage agricole. L'agriculture est majoritairement pluviale pour faire pousser notre alimentation. Et on a aussi l'eau bleue. Bon là, c'est tout ce que l'on voit pour l'eau potable, les industries, l'énergie. Et l'eau grise, c'est les flux de polluants que l'on émet sans traitement dans les hydrosystèmes. Les auteurs montrent que si on fait la somme de l'eau verte, l'eau bleue et l'eau grise, on parvient à ce chiffre assez incroyable de 24 000 milliards de mètres cubes d'eau. 24 000 milliards de mètres cubes d'eau, personne n'arrive à se représenter un tel volume. Pour vous donner une idée, c'est environ la moitié du débit qui s'écoule des fleuves aux océans. Prenez tous les fleuves du monde entier, vous en prenez la moitié du débit moyen, eh bien c'est à peu près l'idée que l'on a de cette appropriation humaine si on fait la somme de l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise. C'est immense. C'est dire à quel point on est dépendant de cette ressource en eau pour notre énergie, notre alimentation, nos vêtements, nos objets connectés, Internet, tout cela fonctionne avec de l'eau, qu'elle soit verte ou bleue. Et cette omission, le fait qu'on ne représente pas finalement nos interactions avec ce grand cycle de l'eau serait peut-être responsable de tous ces désordres. Et si on ne représente pas bien ce grand cycle de l'eau, on n'est pas en mesure d'apporter des solutions adaptées pour le réparer, voire le régénérer.
Ça, c'est un peu les conclusions de ces auteurs qui plaident pour une meilleure représentation. Et donc, c'est pour ça que je pars de ça pour parler ensuite de l'empreinte eau. On va atterrir en France, où là, je vais vous parler d'eau bleue, essentiellement. Donc, l'eau bleue, c'est toute l'eau qui arrive par les pluies, essentiellement par les courants atmosphériques de l'Atlantique. Et on est donc largement influencé par l'océan Atlantique qui va nous apporter donc ces pluies. On a environ en moyenne 930 mm de pluie qui s'abat sur nos têtes en moyenne, grosse moyenne française. Bien sûr, c'est moins dans le sud et plus au nord de la France. Et sur ces 930 mm de pluie, 500 milliards de mètres cubes à peu près, il y en a 50-60% qui repartent dans l'atmosphère via les sols ou via la végétation. Ce qui va rester, c'est ce stock d'eau douce renouvelable, c'est ce stock qui va pouvoir s'infiltrer dans les sols ou ruisseler dans une rivière ou recharger une nappe. Eh bien, ce stock d'eau douce renouvelable a tendance à baisser en France. Entre les périodes de 90-2000 à 2000-2018, on constate une baisse de 14% de cette quantité d'eau douce renouvelable. Donc, les hydrologues sont quelque part un peu des comptables de l'eau. Ils font ce bilan entrée-sortie à l'échelle d'un territoire. Et là, à l'échelle de l'année, on arrive à ce chiffre, qui ne veut pas dire grand-chose, encore une fois, puisque c'est une moyenne à l'échelle de l'année. Et à l'échelle des territoires, il faudrait regarder ce que ça donne. En tout cas, on voit une chose, c'est que l'augmentation des températures, qui est déjà observable sur le territoire, induit une demande évaporatoire plus importante. Et donc, on a en gros plus d'eau verte qui part dans l'atmosphère et qui va pas pouvoir s'infiltrer et recharger les nappes en profondeur. Donc ça, c'est un facteur, mais aussi on constate une baisse des précipitations sur une partie du territoire, notamment le sud et le sud-ouest de la France, comme vous pouvez le voir ici. Et donc quand on fait le bilan, eh bien il y a certains territoires qui vont voir leur quantité d'eau douce renouvelable baisser avec ces évolutions climatiques. Bon. On va pas rentrer trop dans le détail sur cette ressource en eau. Sachez que il y a la ressource en eau visible, celle que vous voyez à l'image, toute l'eau qui coule en surface, qui est en surface, mais qui est aussi connectée avec le monde souterrain, puisque la plupart des grandes rivières, des grands cours d'eau en France sont connectés à une nappe. Et donc, ces nappes qui sont en interaction avec ces rivières, eh bien, sont très importantes puisque le 2/3 de l'eau potable provient de ces eaux souterraines. Donc, on a la question de l'eau, finalement, c'est vraiment un fil où on est entre le monde visible et invisible. Et pour parler de ça, on va maintenant rentrer dans le chapitre des usages de l'eau. Et j'aime beaucoup citer mon ami Éric Orsena qui nous dit une chose assez intéressante, qu'un fleuve est un miroir de la société. On va revenir un peu en avant, si on peut. Ouais. Un fleuve est un miroir de la société. Dis-moi comment tu produis l'eau, à quel prix, qui en profite, et je te dirai très clairement à quel type de société tu appartiens. Et donc en France, notre rapport à l'eau, notre prix de l'eau aussi reflète l'importance que l'on accorde à cette ressource. Avant de passer à l'échelle française, savez-vous quel est le prix de l'eau potable et l'assainissement, on va dire la facture d'eau, le mètre cube d'eau que vous payez ici à Montpellier? J'ai révisé avant de venir, alors j'ai un peu la réponse, mais faites des chiffres comme ça, 1, 2, 3 euros. 3 euros, 10 euros, 10 euros le mètre cube, 5 euros. On va faire les enchères. Allez. 3 euros. Ouais, bon, c'est à peu près ça. C'est 3,22 euros, il me semble. 3,22 euros le mètre cube. La moyenne française, elle est environ 4 euros. 4 euros et 3 centimes. C'est assez dingue de se dire, on paye une eau potable, donc vitale pour nous, pour notre corps humain, et elle est en voie de disparition et son prix ne reflète pas cette raréfaction de la ressource en eau. Je laisse méditer là-dessus, mais surtout en France, parce que là, je vous ai posé la question sur l'eau potable, notre rapport à l'eau est surtout énergétique. Alors, si on veut bien avancer, je crois que ça ne veut pas. Ah si, c'est bon.
En France, la moitié des prélèvements d'eau douce en surface sont pour le refroidissement des centrales nucléaires. Et pas n'importe lesquelles, celles qui sont sur le Rhône, puisque c'est ici que l'on a une eau très fraîche, abondante, et ce n'est pas n'importe quelle centrale, puisqu'elles sont en circuit ouvert, celles qui prélèvent beaucoup d'eau, qui en rejettent l'essentiel, plus chaude, ça pose d'autres problèmes. Et puis on a les centrales en circuit fermé qui sont sur le reste du territoire, et donc elles prélèvent moins d'eau, mais en consomment 30% à peu près, 30 à 40% de l'eau prélevée qui part par évaporation via les tours aéro-réfrigérantes. Donc là, je fais une distinction déjà entre prélèvement et consommation. Ce qui est consommé ne retourne pas directement dans le milieu aquatique. Ça, c'est très important de le comprendre dans les bilans que l'on fait. Par contre, je parle volontairement des prélèvements d'eau puisqu'ils reflètent une demande, ils reflètent un besoin de la société. Et donc, notre demande est essentiellement pour le refroidissement de ces centrales. Bon, ça, c'est une moyenne, encore une fois, une moyenne française, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut pouvoir le décliner à l'échelle des territoires et on le voit ici que le Rhône est celui qui prélève, qui est le plus sollicité pour le refroidissement de ces centrales. Ensuite, on a l'eau potable, les canaux de dérivation, l'agriculture et l'industrie. Bon, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose non plus. Ce que ça donne en termes de consommation, c'est plutôt cette répartition, donc 5 milliards de mètres cubes d'eau qui sont consommés, qui ne reviennent pas directement dans les milieux aquatiques, et c'est essentiellement pour les usages agricoles et notamment l'irrigation des cultures. On y reviendra après. Ensuite viennent l'eau potable, donc les 1 milliard de mètres cubes de fuites qui partent des réseaux d'eau potable, qui sont perdus. Ensuite, les fameuses centrales en circuit fermé qui évaporent de l'eau et les industries. Ça, c'est encore une fois une moyenne nationale, mais regardons à l'échelle des territoires ce que ça donne et ce que ça donne au niveau de l'été, puisque c'est là où la ressource en eau est la moins abondante. Donc, on s'aperçoit qu'on consomme plus de 80% de la ressource en eau disponible, de la Charente jusque dans les Landes, sur cette façade atlantique qui accueille de nombreuses plaines à irriguer, des plaines de maïs notamment, et une forte attractivité touristique estivale. On en a aussi sur la Corse, dans le Tarn-et-Garonne et dans une moindre mesure chez vous. Mais on s'aperçoit, alors ça c'est des données qui datent un petit peu, que la tension sur la ressource en eau est de plus en plus forte à peu près partout, en tout cas sur le sud au moins sur la moitié sud de la France et la façade atlantique. Bon, ça, encore une fois, c'est de l'eau visible, c'est de l'eau bleue. On pourrait rentrer dans le détail sur la répartition de tous ces usages et ces enjeux. Pour moi, c'était important de vous parler de cette empreinte eau, puisqu'elle est complètement absente de nos représentations. Et je vous ai posé la question tout à l'heure, quelle était votre empreinte eau ? Les personnes qui ont levé la main, savez-vous quelle est votre empreinte eau quotidienne ? En moyenne. En litres d'eau par jour. « 5 litres ou 5000 » 580. 580, ça doit être ouais. 500 litres par jour, 200 litres, 4000. Il y a un peu de tout, hein. Je vous laisse perplexe. L'empreinte eau qui compte le volume d'eau verte, d'eau bleue et d'eau grise de tous les produits que l'on consomme chaque jour, que ce soit de l'alimentation, des vêtements et des objets, eh bien c'est plutôt de l'ordre de 4900 litres d'eau par jour. 4900 litres, c'est l'équivalent de 25 baignoires pour vous donner une idée, et c'est essentiellement lié à notre alimentation. 85% de l'empreinte eau est liée aux produits agricoles, aux produits alimentaires. Et quand on regarde sur ce camembert, c'est assez intéressant de voir que c'est pour moitié de l'eau qui provient d'autres pays. En clair, on dépend de la ressource en eau des autres pays dans lesquels on importe donc des produits, et on dépend de cette eau verte. On mange de l'eau verte et on dépend de cette eau verte pour manger. Donc ça, c'est important, et c'est essentiellement pour répondre à un régime carné, puisque en France, 37% de l'empreinte eau, c'est lié à notre consommation de viande.
Je vais pas rentrer trop dans le détail, on pourra l'approfondir dans nos questions-réponses, mais il est clair qu'il y a un lien direct entre notre régime alimentaire et l'empreinte eau. Et ça, c'est de plus en plus vrai puisqu'on l'observe vraiment partout, sur tous les pays. D'une manière générale, en Europe, l'essentiel de l'eau qui est utilisée pour l'irrigation, en France c'est le cas, mais d'une manière générale en Europe ça l'est aussi, est liée pour l'alimentation du bétail et aussi pour l'export. 70% des cultures irriguées en France, mais aussi en Europe, c'est une moyenne européenne, est dédiée à l'alimentation du bétail. En gros, notre régime alimentaire carné a une empreinte carbone forte, une empreinte sol forte, une empreinte eau forte. Vraiment, tout est lié. Et cette empreinte eau, elle montre la même chose. Quand on regarde ce graphique-là, en fait, on s'aperçoit que l'eau bleue, donc qui est utilisée pour l'irrigation des céréales, l'est beaucoup pour le maïs, qui est une plante tropicale et qui concentre ses besoins en eau en juillet et en août, au moment où on a le moins d'eau, justement, sur cette période. Et donc, le maïs est essentiellement utilisé pour l'alimentation du bétail. Bon, voilà, la boucle est bouclée. Je vais pas aller trop dans le détail là-dessus, mais en tout cas, c'est important d'avoir ça en tête, ces ordres de grandeur, ces chiffres qui montrent que l'eau, finalement, elle coule dans notre robinet, mais elle est aussi très contenue dans les produits qu'on mange et qu'on porte sur nos vêtements, avec nos vêtements. On va rentrer maintenant dans ce que j'appelle le tunnel noir ou les cauchemars de l'eau pour expliquer quelles sont les origines en fait de ce grand cycle de l'eau dégradé. On va toujours garder les mêmes familles, l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise. On va regarder ce qui se passe et à l'échelle, on va dire planétaire. On va regarder à l'échelle planétaire, on va regarder aussi à l'échelle française. J'aime beaucoup dire que le changement climatique, il va finalement venir révéler des choses, révéler une certaine vulnérabilité. Il va exacerber toutes les dégradations qu'on a opérées sur ce grand cycle de l'eau. Et ça, c'est finalement beaucoup lié à notre aménagement du territoire. On va atterrir un peu en France. Alors, j'ai un peu de mal avec cette voilà. En France, donc, on a, en France, dans le monde d'une manière générale, le changement d'usage et de couverture des sols qui va impacter les premiers mètres du sol, ce qu'on appelle la zone critique. En clair, l'eau de pluie qui va pouvoir s'infiltrer ne va plus pouvoir le faire dès lors qu'on imperméabilise un sol. Donc si l'eau ne s'infiltre plus, elle va tout simplement ruisseler ou s'évaporer et ne va pas pouvoir recharger la nappe en profondeur. Ça c'est crucial pour comprendre tout ce qui va se passer derrière sur ce grand cycle de l'eau. On a l'appropriation de l'humidité du sol, donc j'en ai parlé via l'empreinte eau. On a toute la famille de l'eau bleue, c'est-à-dire les prélèvements en eau, les stockages artificiels et l'aménagement des cours d'eau. Tout ceci contribue à modifier les débits dans les cours d'eau. Et enfin, on a les pollutions, qu'elles soient directes ou diffuses, qui vont fortement dégrader ou rendre indisponible la ressource en eau. Et enfin, le changement climatique va venir exacerber toutes ces dégradations du cycle de l'eau. On va rentrer un petit peu plus dans le détail, notamment sur l'eau verte. Donc, en France, on a fortement imperméabilisé les sols. Comme je disais, on a environ en une douzaine d'années imperméabilisé l'équivalent de 437 000 terrains de foot à peu près. Et donc, si on empêche l'eau de pluie de s'infiltrer, en comparaison entre une zone naturelle qui va pouvoir infiltrer 50% de la pluie et une zone en ville qui va pouvoir infiltrer que 5% et recharger que 5% la nappe, eh bien, on se retrouve à avoir des aquifères qui se vident, ne serait-ce que par l'aménagement du territoire qui imperméabilise grandement les sols. Donc, l'eau verte, les chercheurs l'ont modélisée à l'échelle planétaire et l'ont modélisée à partir d'un paramètre qui est l'humidité des sols. Et ils se sont aperçus que à l'échelle planétaire, les surfaces non gelées
qui ont une humidité des sols qui varie de manière anormale. Elle gagne du terrain, elle concerne de plus en plus de pays. Et donc, c'est pour ça qu'on a estimé qu'on a franchi cette limite planétaire. Alors, elle fait beaucoup débat, même au sein de la communauté scientifique. Néanmoins, on sait que pour l'eau verte et pour l'eau bleue, on a franchi ces limites planétaires. On n'est pas dans un niveau critique, mais en tout cas assez préoccupant pour dire qu'on a des phénomènes extrêmes entre des sols trop secs ou des sols trop humides. Et pareil en ce qui concerne l'eau bleue, donc on regarde la variabilité des débits dans les rivières et dans les fleuves, eh bien on se retrouve à avoir une variabilité qui change. Notamment en raison des prélèvements, en raison de l'aménagement des cours d'eau et des stockages artificiels. Donc ça, c'est quelque chose de planétaire, c'est quelque chose qu'on vérifie aussi bien en France. Et comme je vous le disais, là, j'avais inversé mes diapos, mais on a largement artificialisé les sols. Je vous invite à aller voir le portail d'artificialisation des sols, notamment sur Montpellier. Et ça, c'est une étude qui a été menée sur Métropole de Lyon, où on a effectivement ce delta entre 25% de la pluie qui est effectivement infiltrée et recharge la nappe, et on tombe à 5% dans un milieu très urbain. Bon, tout ça a tendance à évoluer avec la nouvelle réglementation, notamment la loi ZAN, zéro artificialisation nette, qui va contraindre de plus en plus les élus à moins artificialiser les sols. Mais gardez à l'esprit qu'il n'y a pas que l'urbanisation, il y a aussi l'usage intensif des sols. Et là, on va regarder du côté de l'agriculture, où plus on va casser des prairies, retourner les sols, plus on va développer ce qu'on appelle cette croûte de battance sur un sol limoneux en particulier, où l'eau de pluie ne pourra plus s'infiltrer tout simplement parce qu'il y a une croûte et elle a été surtravaillée, cette terre. L'eau de pluie ne va plus pouvoir s'infiltrer. Vous aurez compris derrière tout ça que l'enjeu majeur, ça va être de pouvoir infiltrer l'eau de pluie, de pouvoir la ralentir, ne serait-ce que pour permettre à l'eau de recharger les nappes, mais d'éviter de ruisseler trop pour partir trop loin, trop vite à la mer et limiter les risques d'inondation, mais aussi les risques de sécheresse. Alors, un des facteurs aussi qui explique cette accélération du cycle de l'eau en surface, c'est la disparition dramatique des zones humides. On a détruit environ la moitié des surfaces des zones humides en France en l'espace de 50 ans, et surtout autour de ces rivières, ce qu'on appelle les zones humides alluviales ou la ripisylve, qui sert justement de tampon, d'éponge naturelle pour ralentir l'eau, mais aussi de réservoir de biodiversité, d'épuration naturelle des eaux, stockage carbone, etc. Bref, les zones humides cumulent de nombreux services et on les a littéralement détruites, matraquées, défoncées pour l'aménagement du territoire, mais aussi pour, encore une fois, l'aménagement des cours d'eau, l'activité agricole. Et c'est pourtant, comme je vous le disais, des zones très utiles pour ralentir l'eau. On a aussi, alors là je continue un peu sur mon schéma des limites planétaires, si la zapette veut bien. On va passer directement à ça. On va passer au changement climatique, puisque j'en avais d'autres, mais je crois que je les ai supprimés pour alléger un peu le tableau noir. On va passer directement sur le changement climatique, puisque c'est ce qui nous concerne aujourd'hui. Ça, c'est une image qui est tirée du dernier rapport du GIEC. En révision très simple, on se rend compte que le cycle de l'eau est complètement lié aux évolutions de la température et du climat. Pour 1 degré de réchauffement supplémentaire, on a plus 7% de vapeur d'eau en plus dans l'atmosphère, et on va avoir un changement de répartition de cette pluie à l'échelle du globe et aussi à l'échelle des saisons. On va avoir, en augmentant la température, une demande évaporatoire plus importante, donc l'eau des sols qui va partir dans l'atmosphère, moins d'eau qui va pouvoir se recharger dans les nappes, moins d'eau qui va pouvoir se retrouver dans les rivières, surtout pendant la période des basses eaux, et enfin, moins d'eau pour les sols, et donc sécheresse agricole, sécheresse hydrologique, sécheresse météorologique. C'est les 3 types de sécheresse que l'on cumule, que l'on a vu notamment en particulier en 2022, mais aussi en 2023 en France. Ce sont des choses qui deviendront la norme d'ici quelques décennies. Ça, c'est une image du site de Bon Pote que vous devez tous connaître.
qui nous montre que donc aujourd'hui on est déjà à plus 1,15 degré à l'échelle planétaire et que pour chaque degré ou dixième de degré de réchauffement, on va vers une intensification des extrêmes hydrologiques. Si aujourd'hui on peut estimer qu'on a multiplié par 2 le risque de sécheresse intense. Ici, on estime que intense, c'est une chance sur 10 de se produire chaque année, une sécheresse décennale. Eh bien, dans un monde à plus 4 degrés, en moyenne, on pourrait voir ces sécheresses se multiplier par 5. Et pour les précipitations intenses, pareil, une chance sur 10 de se produire chaque année, eh bien, on pourrait les voir se multiplier quasiment par 3 à l'échelle planétaire. Et qu'en France, clairement, on va aussi vers une intensification de ces extrêmes. Alors, à l'échelle moyenne, à l'échelle annuelle, on va avoir une baisse des précipitations sur notamment la moitié sud du pays. Surtout sur les Pyrénées. Les Pyrénées-Orientales, elles en font partie et elles le subissent déjà. Et puis, plus on augmente la température, moins on aura de pluie à l'échelle annuelle. Mais c'est surtout au niveau de la répartition de cette pluie à l'intérieur de l'année qui va être modifiée. Clairement, on va avoir une disparition de la pluie, une baisse des quantités de pluie en été, partout sur le pays, et une augmentation des pluies hivernales, notamment sur le nord de la France. Bon, cette image-là doit vous faire penser à quelque chose de relativement actuel. J'ai pas la projection hydrologique sur la France, mais vous l'aurez compris, en fait, plus on aura une concentration des pluies en hiver, et une demande évaporatoire importante, moins on va pouvoir recharger les nappes en profondeur, plus on aura de ruissellement et donc de phénomènes d'inondation et aussi de sécheresse plus longues et plus intenses. Ces sécheresses et ces inondations extrêmes sont vraiment le résultat de ce changement climatique. Mais en fait, elles vont être aggravées par ce qu'on va faire des sols, par ce qu'on va faire de notre agriculture et de ce qu'on va faire de nos territoires. C'est vraiment cette question de vulnérabilité qui est au cœur aujourd'hui de l'adaptation au changement climatique. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail dans les impacts en cascade. Seulement ici, ce qui est assez intéressant de voir, je le montre parce que je vais vous parler du Rhône, c'est votre bassin versant, le grand bassin versant dont vous faites partie. Eh bien, la fonte accélérée des glaciers va avoir un impact direct dans les débits du Rhône, dans la thermie du Rhône aussi, et tous les usages qui se situent en aval, notamment les usages énergétiques, puisqu'on dépend, comme je vous le disais, de l'eau du Rhône pour refroidir les 3 grosses centrales nucléaires. Et justement, l'Agence de l'eau a fait une étude et a montré que déjà, donc à la sortie du lac Léman à Genève, on a une augmentation observée de la température du Rhône de 2 degrés et une diminution des débits d'étiage. L'étiage, c'est les basses eaux, de 7%. Là, je crois que c'est à Avignon, on a 4,5 degrés de réchauffement. EDF nous informe que, je crois, c'est pour moitié lié au refroidissement des centrales nucléaires et une baisse des débits d'étiage de 13%. Et l'Agence de l'eau, Rhône-Méditerranée, estime, en tout cas dans ses rapports basés sur des études scientifiques, qu'on va vers une diminution supplémentaire de 20% des débits à l'étiage. La question se pose donc de comment va-t-on continuer à produire de l'électricité nucléaire, d'origine nucléaire, avec ces centrales, dans une perspective de prolongation de ces infrastructures et de renouvellement, quand on a une eau du Rhône qui se réchauffe très vite et des débits qui diminuent. Là, ça pose vraiment une question de souveraineté aussi énergétique et du choix que l'on va opérer dans les prochaines années sur le rôle et le rôle central du nucléaire. Les signaux faibles sont assez inquiétants dans le sens où 2022, d'après les arrêtés préfectoraux qui autorisent le fonctionnement le refroidissement de ces centrales, d'après les arrêtés préfectoraux, normalement, les 3 centrales qui fonctionnent en circuit vert n'auraient pas dû produire de l'électricité, n'auraient dû fonctionner au minimum. Et en fait, dans le cadre le contexte de crise énergétique qu'on a vécu en 2022, eh bien, elles ont continué à fonctionner. En demandant à EDF de faire des suivis sur l'impact des populations piscicoles.
Et 2023, rebelote, les centrales auraient dû fonctionner au plus bas régime en raison du réchauffement des eaux du Rhône et la baisse des débits. Ce que je veux dire par là, c'est que ça inquiète vraiment autant les gestionnaires de ces ouvrages, de ces centrales, que l'agence de l'eau, que les scientifiques eux-mêmes. Et donc, on a besoin de poser un cadre, un débat à l'éclairage de ces études autour de cette souveraineté énergétique et de cette dépendance à l'eau pour le refroidissement de ces centrales. Bon, j'en parle du Rhône, mais on pourrait parler évidemment des barrages hydroélectriques, on pourrait parler évidemment de l'agriculture, des méthodes d'irrigation, etc. J'ai focus exprès sur cette question de l'eau et de l'énergie parce que puisque c'est aussi un peu le cœur de vos recherches. En tout cas, cette question de l'eau, elle nous invite, en tout cas ces crises de l'eau nous invitent à peut-être changer de regard, changer d'approche et changer notre perception de ce grand cycle de l'eau qui a été dégradé. Et à travers ces extrêmes hydrologiques, peut-être devrions-nous tout simplement changer notre rapport à l'eau en passant d'un rapport de prédation et de contrôle à quelque chose de plus doux, de plus à l'écoute, en cherchant à tout simplement lui rendre sa liberté. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a donc, j'ai parlé des centrales nucléaires, je continue encore sur cette question de l'énergie parce qu'elle est assez révélatrice de notre rapport à l'eau. On a 19 barrages hydroélectriques sur le Rhône, il y en a un 20e qui est en projet, c'est le projet qui s'appelle Énergie Rhône, alors je me souviens plus exactement, le barrage qui se situe dans l'Ain. Enfin, le projet, en tout cas, qui est envisagé par la CNR, la Compagnie nationale du Rhône, et qui va détruire probablement les 6 kilomètres linéaires qui étaient pour l'heure encore à l'état sauvage, avec une zone protégée, une zone Natura 2000. Et donc aujourd'hui, on est encore dans cette logique de contrôle et de destruction de ces milieux naturels, de ces milieux aquatiques qui nous fournissent pourtant de nombreux services au nom de cette souveraineté énergétique. Alors, je clôt la parenthèse et peut-être le premier pas qu'on a à admettre, c'est qu'on a un problème d'eau en France. Je m'appuie sur cette image parce que c'est une campagne photographique qui est menée par un photographe qui s'appelle Joseph Elie et qui m'a posé la question: quelle serait pour toi la pire excuse que tu donnerais à tes enfants pour ne pas agir ? Et une des pires excuses que je lui ai données, c'est de dire, en fait, c'est des phrases que j'entends assez régulièrement, c'est de dire que l'eau, c'est pas un problème en France. On a de l'eau en France, il n'y a pas de problème d'eau en France. Et alors, il y a plusieurs catégories. Il y a le déni, il y a le technosolutionnisme, mais ce déni de l'eau en France est toujours extrêmement présent et nous empêche de passer à l'action. Autre chose qui nous empêche aussi de passer à l'action, vous devez le connaître, c'est ce fameux triangle de l'inaction. Les shifters le connaissent bien, les fresqueurs du climat le connaissent très bien, qui met en scène en fait les 3 protagonistes de la société, l'État, les entreprises et les citoyens. Et finalement, on se renvoie la balle, on s'en renvoie la responsabilité et rien ne bouge tant que l'État n'aura pas réglementé, tant que les entreprises n'auront pas changé leur modèle économique et que les citoyens n'ont pas changé leur mode de consommation. Le message derrière ça, c'est une invitation à sortir de ce triangle de l'inaction, par l'action évidemment, et qu'on ne peut pas être parfait partout. Il faut commencer quelque part, mais en tout cas, engager le plus d'acteurs possible dans ce changement de paradigme. Et dans ce changement de paradigme, toujours. Là, j'ouvre les voies maintenant vers les pistes de solutions. Il y a quelque chose dont je vous ai parlé au tout départ, qui est l'eau verte, et une invitation qui est faite par plusieurs scientifiques, c'est de considérer l'eau verte dans ces modèles climatiques. Et je vous renvoie vers la lecture de ce document. C'est le livre blanc de l'eau, qui a été présenté au dernier sommet mondial de l'eau en 2023 à New York et qui a été porté notamment par le ministre de l'Agriculture slovaque, qui engage un gros programme d'hydrologie régénérative sur son territoire en ayant des objectifs très ambitieux de stocker de l'eau
dans les sols, et vous l'aurez compris, pas dans des méga-bassines. C'est toute l'ambition de ce pays qui a compris qu'il y avait une interaction très forte entre le végétal et le climat et les quantités de pluie qui pourraient arriver sur leur territoire. Une des publications que je vous montre aussi ici, qui a été réalisée par le Stockholm Resilience Center avec Johan Rockström, montre qu'on a aujourd'hui besoin de réfléchir aussi en termes de bassin atmosphérique. Ça, c'est un nouveau concept. En tant qu'hydrologue, on travaille à l'échelle des bassins topographiques, parfois des bassins hydrogéologiques. Eh bien, il faut maintenant aussi regarder ce qui se passe sur nos têtes, au-dessus de nos têtes, et de voir où se forment les pluies, où est-ce qu'elles tombent, où est-ce qu'elles sont recyclées. Et c'est ce schéma qui, aujourd'hui, est indispensable pour poser les bases d'une gouvernance partagée autour de l'eau. Et au moment où je vous parle, le Mexique, la Chine, les États-Unis lancent de grands programmes pour ensemencer les nuages, pour faire tomber la pluie, et qu'on n'a aucune protection juridique autour des nuages. Les nuages n'appartiennent à personne, on fait absolument ce qu'on veut avec les nuages. Eh bien, il y a peut-être besoin de poser le cadre de concertation autour de ces bassins atmosphériques où les forêts sont les plus fortes génératrice de pluie et de recyclage continental de la pluie. Bon, c'est une voie de régénération. Une autre voie de la régénération, c'est de s'appuyer sur le vivant, qui nous invite aussi à ralentir l'eau à travers ces barrages. Et il y a de nombreuses démarches en cours sur le fait de faire revenir les castors et de s'inspirer de leurs barrages pour recréer des zones humides. C'est la méthode médecine castor, et je vous invite à aller voir une des vidéos qui est sur YouTube et qui nous inspire beaucoup, nous, dans l'Association pour une hydrologie régénérative, puisque l'idée de l'hydrologie régénérative, c'est de ralentir et de répartir, d'infiltrer et de stocker l'eau de pluie et de ruissellement dans les sols. J'essaye vainement de faire passer cette diapositive. Visiblement, ils aiment beaucoup les castors. Ah voilà, c'est bon. L'idée de l'hydrologie régénérative, c'est de travailler en surface sur le cheminement de l'eau. Vous avez une image de ce que c'est que le keyline design ici, où on va chercher à infiltrer, à recharger les nappes en profondeur et à travailler aussi sur la végétation. L'idée étant de travailler à l'échelle d'un bassin versant. On ne travaille plus à l'échelle de la parcelle, mais à raisonner et à massifier à l'échelle d'un bassin versant et de voir ce qui se passe en termes de stockage dans les sols, mais aussi de recharge des nappes. On s'appuie sur un triptyque eau, sol et arbre. Et c'est un triptyque indissociable. On ne peut pas ne travailler que sur le sol, on ne peut pas ne travailler que sur le cheminement de l'eau. Il faut vraiment travailler sur les trois. Et c'est une question aussi temporel. En fait, le cheminement de l'eau, quand on fait ces keylines, je vais vous les montrer en photo après, c'est assez efficace. En l'espace d'une pluie, on voit tout de suite quand elle a été infiltrée. Quand on travaille sur les sols, le fait d'avoir un sol poreux, bien structuré, vivant, riche en vers de terre et en mycorhizes, eh bien, on va pouvoir, au bout de 2-3 ans, gagner en capacité d'absorption. Quand on travaille sur les haies agroforestières, pareil, on peut infiltrer énormément d'eau de pluie. Mais les arbres, eux, mettent un peu plus de temps pour pousser. Donc, on a besoin de travailler sur ce triptyque et on peut l'appliquer à l'échelle d'un bassin versant, donc dans les surfaces agricoles, mais aussi en ville et autour des rivières. Et c'est cette logique et cette vision à l'échelle d'un bassin versant qui va permettre de régénérer ce grand cycle de l'eau. Donc, pour répondre à la toute première question qui m'a été posée, oui, c'est possible si on engage cette vision avec ce triptyque au sol arbre. Ça, c'est une image du Mexique, un ranch qui a été photographié par mon ami Simon Ricard, avec qui on a cofondé l'association. Et donc, on voit sur cette image cette keyline, donc les lignes clés, qui sont creusées perpendiculairement à la pente sur les lignes de les courbes de niveau, et donc qui est située juste en dessous de la rupture de pente. Et parallèlement à cette keyline, eh ben, on a des keylines secondaires et entre chaque keyline, des haies agroforestières qui permettent de retenir et d'infiltrer l'eau de pluie. Alors en France, on a des démonstrateurs, on en a quelques-uns. On a aussi des projets. Là, c'est une plaine en Champagne, un domaine viticole qui fait du champagne, donc un paysage, somme toute, assez classique.
Eh bien, l'objectif ici, donc ça c'est un autre expert qui s'appelle Alain Mallard qui veut accompagner ce domaine viticole pour le transformer en quelque chose de à peu près comme ça, où on va replanter ces vignes selon les courbes de niveau, perpendiculairement à la pente, avec des haies, avec des noues, avec des bassins d'infiltration et des mares de biodiversité pour recréer tout un écosystème. Donc, comme je vous le disais, ça prend du temps et ça demande d'engager l'ensemble des acteurs et notamment les acteurs des territoires, les territoires urbains comme ici à Montpellier. Il y a un grand volet autour de la désimperméabilisation des sols pour infiltrer l'eau de pluie et il y a de nombreuses choses qui sont déjà mis sur la table avec beaucoup d'argent, mais on a besoin de le faire. Une autre démarche dont je voulais vous parler, c'est celle de Terre de Source à Rennes, donc un peu moins d'habitants que vous, mais quand même 500 000 habitants de la métropole de Rennes qui dépendent de captages d'eau potable, donc qui ont été pollués aux nitrates et aux pesticides. Et les collectivités, quand ils ont repris la compétence en régie de l'eau, eh bien, ils ont voulu engager un dialogue avec les agriculteurs tout en se mettant dans une perspective de relocaliser leur alimentation. Et c'est ça qui est hyper puissant. Encore une fois, je vous fais le lien entre eau et alimentation. Eau et résilience alimentaire. À Montpellier, il me semble que vous êtes très peu résilient en termes d'alimentation. Eh bien, il y a cette démarche qui est assez inspirante, qui essaye de travailler avec ces agriculteurs, de contractualiser avec eux, et en retour d'un engagement vers des pratiques agroécologiques, eh bien, ils vont contractualiser avec ces agriculteurs pour alimenter les cantines scolaires, les magasins de producteurs, des points de vente comme des boulangeries, etc. Et ils ont créé cette marque Terre de Source, où chaque consommateur peut voir que cet agriculteur travaille selon ce cahier des charges exigeant. Et donc là, on a un lien direct entre protection des captages d'eau potable, résilience alimentaire et protection des sols pour absorber l'eau de pluie et infiltrer dans les nappes. Voilà, c'était un autre exemple. Et je vais terminer là-dessus, puisque c'est un peu tout l'objet ici, vous l'aurez compris. En fait, la question de l'eau, finalement, c'est un enjeu éminemment politique, éminemment démocratique. Et pour avoir travaillé dans le cœur des réacteurs de ces parlements de l'eau, je vais vous expliquer ce que c'est après. En fait, on a besoin aussi d'intéresser les citoyens. Et c'est pour ça que je suis là. C'est parce que on a besoin de transmettre l'information et que chacun puisse avoir son mot à dire sur la question de l'eau sur son territoire. À savoir quel est le prix de l'eau, à savoir est-ce qu'on va construire un barrage ou une méga-bassine, est-ce qu'on va recréer des zones humides, recréer des espaces de bon fonctionnement autour des rivières. Tout ça, c'est des enjeux qui peuvent être discutés sur votre territoire. Et donc, on a des parlements de l'eau. On en a un très gros ici qui est à l'échelle du Rhône Méditerranée-Corse. Mais on a aussi des petits parlements de l'eau. Et il y en a un ici aussi sur le Lez, dans lesquels siègent en fait des élus locaux, des représentants des pêcheurs, d'EDF, des agriculteurs, etc. Tout ce petit monde se réunit et projette sur son territoire, en fonction des enjeux du territoire, comment on va s'organiser pour partager l'eau, pour la dépolluer et pour garantir aux futures générations qu'elles auront de l'eau en bonne quantité, en bonne qualité, en étant aussi protégés, en se protégeant des inondations. Voilà, on a des choses, on a un modèle de gouvernance en France qui fonctionne avec ces parlements de l'eau, sauf que, comme on a pu le voir tout à l'heure, personne n'est au courant qu'ils existent, ces parlements de l'eau. Et une invitation que j'aimerais faire, et je vais terminer là-dessus, c'est d'inviter en fait chaque citoyen à s'emparer de ce sujet de l'eau et à parler au nom de sa rivière, au nom de son fleuve, au nom de l'ensemble des vivants qui l'habitent aussi. Et donc pour terminer, Camille de Toledo, qui est un écrivain sur cette question du Parlement de l'eau, nous dit qu'on doit finalement faire converger les chemins du droit et de la science pour réanimer toutes les formes de vie terrestre et les faire représenter dans nos instances de gouvernance, notamment les parlements de l'eau. Et en exemple,
Je terminerai vraiment là-dessus après. On a les gardiens de la Seine, on a les gardiens du Rhône, on a les gardiens de la Garonne, de la Loire qui se mettent à l'œuvre et qui cherchent à faire parlementer, à faire parler leurs rivières et leurs fleuves pour mieux les représenter les intérêts notamment dans ces instances, dans ces fameux parlements de l'eau déjà existants. Voilà, donc le message que je voulais vous passer réellement ce soir, c'était on a des crises de l'eau, oui, il va falloir se préparer encore puisque le changement climatique va accélérer ce grand cycle de l'eau, mais on a des solutions, on a des voies d'adaptation et on a des voies surtout de régénération qui s'inscrivent sur le long terme. Et une des voies aussi de régénération, c'est celle de connecter chaque citoyen à son hydrosystème, à sa rivière, à sa nappe dont il dépend. Donc je vous invite à faire des recherches, à vous informer et à vous impliquer dans ces instances pour mieux protéger votre rivière, parce qu'on en dépend tous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je crois qu'il y a des questions, potentiellement. Voilà, donc allez-y pour les questions. On y va, on a 10 minutes. Il y en a une tout en haut. Bonjour, je recherche ma question dans mon petit carnet. Je voulais juste je me demandais quand vous parliez de zones naturelles qui étaient capables d'absorber les capacités d'absorption de l'eau, le concept de zone naturelle, comment vous le définissez? Et est-ce que ça peut être déjà des zones qui historiquement ont été utilisées par l'homme et qui ont juste des... Enfin voilà, c'est juste le concept de zone naturelle. Il y a certaines activités humaines qui peuvent être considérées comme naturelles. Comment vous l'encadrez? Merci. Merci pour la question. On a les zones, dans zones naturelles, je mets dans ce gros paquet, évidemment les forêts, les prairies permanentes, qui peuvent être des zones naturelles, même si entretenues par l'agriculture. Et évidemment, c'est plutôt je pensais surtout en disant ça aux zones humides, qui sont définies par 2 critères. Le critère des sols, donc avoir un sol qui est humide une grande partie de l'année, et un critère botanique, donc ça c'est dans la loi, on les définit sur ces 2 critères, le critère humidité des sols et le critère botanique pour définir ces zones humides. Donc les zones humides, c'est pour savoir où se trouvent les zones humides. Il existe des cartographies nationales, mais charge aux collectivités de les cartographier à leur échelle locale et de pouvoir les inscrire dans leurs documents d'urbanisme pour mieux les protéger. Et donc ça dépend encore une fois d'une volonté politique. Je vous invite à aller voir le réseau associatif Ramsar, qui est la référence en la matière en termes de zones humides. Il y a une autre question. Il y a une autre question là-bas. Oui, bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Je voulais juste vous poser la question. Vous avez abordé plusieurs fois le sujet des méga-bassines. Je sais que c'est assez clivant. Il y a aussi des agriculteurs qui se défendent un peu sur ces sujets-là. Qu'est-ce que vous pensez profondément de la question? Quels sont les vrais problèmes par rapport à cette question des méga-bassines? Merci. Vous avez 1 heure. C'est difficile de répondre rapidement et en fait c'est cette question-là qui revient à chacune de mes conférences et en fait à chaque fois je fais une réponse différente. La question des méga-bassines, c'est une question qui cristallise 2 modèles agricoles, 2 visions du monde agricole. Une vision paysanne qui va être plus à des plus petites échelles, des productions paysannes, locales, etc. Et une vision intensive qui va notamment être plutôt destinée à l'export ou à l'alimentation animale, comme j'ai présenté. Et donc, les méga-bassines, elles viennent poursuivre ce modèle qui est intensif et qui s'est installé surtout dans le sud-ouest de la France, là où on a des plaines céréalières et des maïs, du maïs en particulier. C'est ici qu'on a commencé à mettre ces méga-bassines. Ces régions
là sont d'ailleurs les premières à basculer dans le rouge, si je puis dire, dans les crises, les arrêtés sécheresse qui sont pris. On se rend compte que la fréquence d'apparition de ces arrêtés sécheresse sont très souvent dans ces régions-là. Donc, les mégabassines qui sont prises comme une solution d'adaptation et de réduire le risque sécheresse, ben en fait, c'est faux déjà, c'est pas efficace. Et puis, le vrai problème, alors, ces mégabassines qui sont des grands ouvrages, plusieurs centaines de milliers de mètres cubes, voire parfois le million de mètres cubes, donc sont alimentés par des pompages de nappes. C'est en général des nappes qui sont sollicitées. Donc l'idée à la base, c'était plutôt que de prélever l'été et de soulager les nappes, ce qui est réel, hein, il faut soulager les nappes en été, eh bien on va prélever en hiver quand les nappes sont hautes, stocker l'eau qui est plutôt de bonne qualité en surface, la soumettre à évaporation, et ensuite irriguer les cultures l'été. Donc on change pas finalement les volumes d'eau prélevés, ou très 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 peu. On décale tout simplement le volume à prélever au cours de l'hiver. Si on fait ça, et si on fait ça partout, si on démultiplie ces ouvrages avec ce fonctionnement-là, on pourrait voir un risque d'effet rebond, tout simplement, où on crée une nouvelle ressource, une nouvelle demande. Et là, en fait, on va pas infléchir la demande et on va continuer à prélever dans ces nappes, même en hiver. Et vous l'aurez compris, dans un climat qui change, les nappes vont moins en moins se recharger. Donc, elles vont s'affaiblir. Et au contraire, on a besoin de les recharger, même en hiver, même si elles sont hautes, parce qu'elles vont soutenir l'étiage des cours d'eau en été. Donc c'est important de comprendre que l'eau de la nappe, c'est aussi l'eau de la rivière, et que si on sollicite la nappe, même en hiver, en fait, on peut avoir un impact sur la rivière en été. Autre chose, deux autres arguments, c'est le fait que quand on a construit ces méga-bassines, bien souvent, c'était au sein de ces parlements de l'eau, donc c'était dans un organe concerté, où il y avait un modèle agricole qui était représenté, qui était demandeur de ces ouvrages. Et justement, le problème dans cette gouvernance, c'est qu'elle n'a pas forcément pris en considération l'ensemble des formes d'agriculture qui étaient présentes sur les territoires. Et là, on a eu vraiment le conflit autour de Sainte-Soline, c'était ça, le vrai sujet, c'était d'être en capacité de représenter la voix des autres agriculteurs qui vont aussi dépendre de la même nappe, mais qui vont pas pouvoir bénéficier de cet ouvrage, de cette méga-bassine. Donc le partage de l'eau entre les formes d'agriculture. Et enfin, dernier point, l'agence de l'eau Loire-Bretagne a montré que la construction de ces méga-bassines, même si elles étaient conditionnées par un engagement des agriculteurs à diminuer leur quantité d'intrants, ben en fait on s'est rendu compte que si on a réussi à soulager la nappe ponctuellement, eh bien on a en fait augmenté les quantités de nitrates et de pesticides en aval, ce qui n'encourage pas du tout une sobriété globale en eau, en intrants et en pesticides. Donc c'est vraiment encore une fois une question de modèle agricole où il faut comprendre que le besoin, quel est le besoin en eau? C'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'on veut stocker de l'eau? Est-ce que c'est pour une irrigation intensive ou est-ce que c'est pour une irrigation qui va servir à une alimentation locale d'une certaine manière et partagée avec l'ensemble des formes d'agriculture? Est-ce qu'on va pouvoir accompagner est-ce que cet ouvrage va permettre d'accompagner la transition du modèle agricole vers un modèle agroécologique qui va restaurer les sols, replanter des haies, refaire ces cheminements de l'eau, recréer des zones humides, etc. Pour l'heure, tous les projets de méga-bassines qu'on voit vont à l'inverse de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire replanter des haies, remettre des zones humides, etc., etc. Voilà, j'ai essayé de répondre par tous les arguments, toutes les cartes que je sors à chaque fois, mais il y a une question technique, une question démocratique et une question tout simplement de maladaptation au changement climatique. Je voulais savoir où en est-on du risque de salinisation des nappes côtières, notamment ici dans les PO, avec les 2 années de sécheresse. Oui. Alors merci pour cette question. C'est vrai que j'en ai pas du tout parlé et puis vous êtes sur un environnement qui est très concerné par ce sujet-là. Alors la salinisation des terres, je parle surtout de la salinisation des nappes
enfin, en tout cas de l'eau douce qui se trouve sur les côtes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le biseau salé, la remontée du biseau salé. Deux facteurs, facteur anthropique, le fait de pomper trop d'eau dans les nappes côtières, eh bien appelle l'eau salée. Et puis on a effectivement l'élévation du niveau marin qui va rajouter son grain de sel, si je puis dire. Et puis on a en fait ces deux effets-là qui vont être concomitants et accélérer ce phénomène de biseau salé. Donc on a deux choses, soit on arrête de pomper l'eau des nappes et c'est compliqué par endroits. Ça veut dire en fait il faut aller chercher d'autres ressources et donc substituer cette ressource par une autre et ça devient de plus en plus tendu et compliqué. Soit on fait ce qu'on appelle l'alimentation artificielle ou recharge active des nappes. Par de l'eau, pareil, qu'il faut aller chercher soit en surface, soit, alors de plus en plus, là, il y a des recherches qui sont menées sur la réutilisation des eaux usées traitées qu'on va réinjecter artificiellement dans ces nappes. Donc, il y a des solutions. Et je crois que l'évolution de la réglementation va aller dans ce sens-là pour faire de la recharge artificielle. Mais dans tous les cas, ça ne remplacera pas, encore une fois, la nécessaire sobriété. Tout le monde. Je représente la société et Aquaécologie à Metz, donc ici dans l'Hérault. Aquaécologie actuellement, le docteur Romain Salza, biologiste, spécialiste de l'eau, n'est pas là parce que tout simplement il est dans le port de Lorient à l'heure où je parle, parce qu'il a nettoyé toutes les eaux du port de Sète depuis plus d'1 an. Il fait une réutilisation des eaux usées jusqu'à la boire. Ça va très loin. Et si vous voulez avoir des infos, vous faites Aquaécologie et vous trouverez toutes les infos concernant son site. Je voulais simplement faire remarquer une chose. Je pense que là, vous allez pouvoir nous parler, Madame Descolonges, sur la réutilisation des eaux usées en France, qui est, je crois, de 0,1% ou de 1%, par opposition aux pays du Moyen-Orient où ils en sont à 50 et 80%. Ouais. Merci pour cette réaction. C'est vrai qu'il y a des évolutions réglementaires en cours, notamment tout dernièrement avec les dernières annonces du ministre de l'écologie sur les Pyrénées-Orientales. Il souhaite accélérer cette réutilisation des eaux usées traitées. Si c'est une solution sur le littoral, elle ne pourra pas être déployée partout sur le territoire parce que les stations d'épuration, je parle à l'échelle des stations d'épuration, elles font le soutien à l'étiage des rivières en été. Donc si on supprime ces eaux, on va provoquer, aggraver les assecs ou les sécheresses hydrologiques. Donc attention, c'est du cas par cas, mais clairement, oui, sur le littoral, on a besoin d'accélérer sur cette réutilisation des eaux usées traitées. Et il faut aussi avoir à l'idée que ça va demander de l'énergie pour rajouter un traitement supplémentaire. Mais dans tous les cas, oui, il va falloir le faire et le faire en bonne intelligence avec l'ensemble des usagers qui sont sur le littoral. Bonjour et merci pour votre travail et votre présentation. On entend parfois parler d'une guerre de l'eau potable ou en tout cas de crise de l'eau potable, notamment en France. Ça s'est déjà traduit à l'international et je crois que c'était en Afrique du Sud par un jour où la population s'est vue couper l'eau potable pendant plusieurs jours. Est-ce que concrètement, c'est des mesures qui pourraient arriver en France si on ne met pas en place toutes ces solutions ? En fait, on l'a déjà vécu. En 2022, il y avait 2000 communes qui étaient en rupture d'alimentation en eau potable. Ça a fait un électrochoc déjà 2022. C'est une sécheresse vraiment historique sur le plan hydrologique, sur tous les plans, on n'a jamais atteint un tel niveau de sécheresse. Et je pense que ça a fait électrochoc dans la plupart la tête des élus, puisque certains, notamment dans le Var, ont gelé les permis de construire. Pyrénées-Orientales, c'est pareil, on gèle les permis de construire. On construit plus tant qu'on n'a pas trouvé une solution sur la ressource en eau. Donc, en France, de là à aller vers un Day Zero national, je ne crois pas. En tout cas, pas à court terme. On a quand même mis en place un certain nombre de solutions pour pallier au manque d'eau, comme les interconnexions, comme la substitution, comme les camions citernes, etc. Donc l'idée, c'est en tout cas, on a tous les outils, on a tout ce qu'il faut pour avoir anticipé ces risques-là. Et encore une fois, ça c'est dans
dans la main des élus locaux qui font des schémas et qui anticipent à l'échelle d'un avec un climat qui change si on va vers des risques de rupture d'alimentation en eau potable. Mais il faut vraiment prendre conscience que c'est local. C'est vraiment local que ça se fait. Et je crois qu'on a épuisé les questions. Merci beaucoup encore une fois pour votre attention et au plaisir. Merci beaucoup.